Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso doit-il tenir bon? Et nous aussi, peuple congolais. Je vais ici jouer le rôle de l'avocat général. Donc, il s'agit pour moi ici d'un dossier à décharge et à charge contre le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et de l'autre côté, d'un dossier aussi à décharge et à charge contre le peuple congolais. Donc, vous savez que l'avocat général est l'avocat de deux parties. Mais ici, l'avocat des deux parties, que ce soit la partie civile ou la défense. Mais ici, je suis dans le cadre de l'intérêt général. Et donc, ma conscience est déjà au-dessus de l'appartenance. Qu'elle soit tribale, régionaliste, géopolitique nord-sud, ethnique et toute compagnie, même intellectuelle. Mais je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Cela veut dire que j'ai franchi déjà les barrières de la raison. Comme disait déjà Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de structurer, d'organiser et même de contester, d'oser dire non ou d'agir ou de trouver des synthèses, des arbitrages, des positionnements, des synergies. On pourra aller même jusqu'aux complémentarités et même à certaines, comment on peut dire ça, philosophies nouvelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tenez bon. Le dictateur aussi. Et pourquoi? Avant de faire le décryptage de cette injustice de la situation sociopolitique, socio-économique, humanitaire, culturelle et sociétale insupportable, intolérable, injuste pour tout être humain par rapport à ce que nous vivons ici au Congo-Brazzaville. Donc, je vais ici responsabiliser les uns et les autres. La défense, c'est-à-dire le régime de Sassou Nguesso, mais également le peuple congolais. Avant de faire ce décryptage, je vais vous laisser avec trois pensées déjà. Je voulais toujours dire que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. La deuxième pensée est que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ce que je dis ici, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui ont une âme et une conscience, qui ont au moins un cerveau, le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource, parce que dans la vie, quoi que vous gagnez ou vous perdez, il vous reste seulement une seule ressource qui est universelle et immuable, le cerveau. Donc, agitez vos neurones et alimentez ce débat ou accompagnez-moi dans ce débat. Donc, le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. La troisième pensée, je voulais dire que l'humanité est pleine de contradictions. En effet, l'humanité est une connerie. Chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Et pourquoi? Parce que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% du con contre 1% d'imbéciles. L'imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison ne change pas d'avis. En réalité, nous sommes 99% des gens intelligents, qu'on appelle les cons. Mais le problème, c'est que nous apportons la connerie. Il y a des bonnes et mauvaises conneries. Mesdames, Messieurs, je voulais dire que chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Et d'ailleurs,
Albert Einstein l'avait pourtant dit en son temps, que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoiqu'il n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers, mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue, que ça va et ça revient. Bon, il faut se dire que la connerie humaine est légiférée ou traitée dans les sociétés constituées à travers les lois, règles, règlements, constitutions, institutions et compagnie, qu'on essaie un peu de les respecter pour gérer tant que possible la connerie humaine. S'il n'y avait pas les lois, les règlements et tout compagnie, bon, le monde serait que la loi de la jungle, la loi du plus fort. Or, nous, humains, on n'est plus au stade de la sélection naturelle, ou la loi du plus fort, où on peut faire justice soi-même. Non. Nous avons franchi ces barrières de la sélection naturelle. Et ces barrières que nous avions franchies, c'est parce que nous avons la raison, l'esprit critique, la conscience de nos habitudes et comportements. Et n'oublions pas la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, des droits de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, le paradoxe, c'est que la plupart des Congolais, et qui pour certains sont aussi ici en Occident, beaucoup sont rentrés en Afrique et notamment au Congo, ont été au pouvoir et ils ont été chassés du pouvoir. Ils sont revenus ici, d'autres sont partis. C'est comme si ça ne s'arrête pas. Ça va et ça revient, cette connerie. Oui, le paradoxe, c'est que ces mêmes individus qui vivent ici en Occident ont surtout appris ou vivent l'idéal du vivre ensemble, de l'unité nationale, de l'État, les notions les plus insignifiantes de l'État. Et donc on sait un peu de vivre parce que c'est un combat permanent. Mais eux, ils sont là, toujours ici en Occident, alimenter les haines, les divisions et tout compagnie, alors qu'ils vivent ici en Occident. Mais combien de fois quand ces individus seront aux affaires là-bas? Donc ça va et ça revient et ça recommence. Et ce que nous cherchons à déjouer, vous avez par exemple pu voir ici en Occident, nord-américain, Canada, États-Unis, ou européen, c'est-à-dire l'Europe occidentale, là où je vis en France, les individus alimentés des idées sécessionnistes, des amalgames, des négationnismes et des polémiques sur des problématiques déjà du vivre ensemble au Congo. Et qui n'est que la conséquence de notre anthropologie politique, sociale, culturelle qui n'est pas bonne. Nous, on reste que dans les boucs émissaires. La faute qu'aux autres, pas à moi. On n'est pas capable de repenser en permanence nos sociétés. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais nous ne sommes pas capables de comprendre ces enjeux-là. En tenant compte que les gros poissons mangent tous les petits poissons et que nous sommes dans une humanité définie dans un cadre, dans un décor, il y a l'envers des décors, et que la nature, oui, la nature a toujours capté la juste part. L'humanité devient le problème de sa propre existence et que nous devons individuellement et collectivement apporter nos utopies, nos rêves et en rapport avec nos espérances de vie pour se transformer. Parce que la sagesse ne consiste pas à imposer aux autres ce qui ne sont pas, mais à comprendre et accompagner leurs espérances de vie. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi Denis Sassou Nguesso doit-il tenir bon? C'est pour 5 raisons essentielles. La première raison, c'est d'abord son passif. Il est liberticide, antisocial,
criminogène et voire antidémocratique. Mais Sassou Nguesso n'était que seul. Non, il a des gens qui l'accompagnent. Donc il doit tenir bon. Si c'est pour briser encore des vies ou fracasser ce pays, il a encore la marge puisqu'il y a des individus qui n'ont pas peut-être franchi les barrières précitées de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, du caractère sacré de la vie humaine, de la transmission intergénérationnelle des valeurs et principes de l'humanité et des sociétés aujourd'hui, que beaucoup d'Africains fuient l'Afrique pour venir ici se réfugier ici en Occident. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un combat permanent. L'existentialisme, le fait de vivre ensemble et de l'unité nationale et tout compagnie. Les notions de l'État. Oui, c'est un combat. Mais Sassou Nguesso, par son passif, est aussi entouré avec des gens qui ont ce passif-là, entre eux, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, sur ce point, hein, ça soit encore de la marge avec ces individus-là. Bon, deuxième raison, il faut voir la personnalité profonde du dictateur. Un être cynique, sans foi ni loi, sans âme ni conscience, hystérique, parano, anti-congolais, anti-titi, complexé et autres. Mais il n'est que seul. Sinon, il serait déjà parti au niveau civil, politique et militaire. Donc, il a encore des alliés dans ce pays. La troisième raison, c'est la nature du régime, que je voulais toujours dire qu'il est ce régime tyrannique et déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée. Mais il n'est que seul. Non, c'est un système. Donc sur ce plan, Sassou Nguesso a encore des alliés dans ce pays pour briser des vies, fracasser ce pays, essuyer l'image interraciale déjà noire, africaine et congolaise. Et voilà le résultat. La quatrième raison, oui, Sassou a les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste, illégale et illégitime. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous, en tant que Congolais, on n'a pas osé dire non à lui et aller jusqu'au bout par ce qui se passe, à travers ce qui se passe partout dans le monde. Les peuples se soulèvent parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Mais comme nous ne relèvons pas les défis, comme Sassou Nguesso avec son régime, les administrations, l'État, les moyens colossaux, donc ils peuvent se fracasser ensemble, entre eux, avec ces sujets, ces indigènes, ces esclaves, ces serviteurs, ces collaborateurs, et le peuple ne sait qu'encaisser puisqu'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Donc, sur ce plan, des moyens colossaux dont dispose Sassou Nguesso, il a encore la marge de tenir bon si le peuple ne relève pas le défi. Donc, sur ce plan, Sassou peut tenir encore. Donc, la cinquième raison est que le dictateur, quelque part, a peur des lendemains. Et donc, sur ce plan, il est pris dans son propre piège. Et ce piège-là est la conséquence déjà des 4 raisons précitées. D'abord, son passif, sa personnalité profonde, la nature de son régime et les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Donc, il peut encore tenir pour briser ce peuple-là. Donc, par conséquent, Sassou Nguesso peut encore tenir bon. Le reste, c'est sa conscience qui dira non, mais pourquoi moi, noir, j'ai détruit mes semblables et autres, pourquoi ne pas trouver des solutions pour que je laisse cette affaire-là? Je prends mes responsabilités, mais rien du tout. Donc, vous comprenez quelque part que, avec notre anthropologie congolaise, ou bantou, ou noire, qui n'est pas bonne, et donc nous sommes en train de se déclasser et de se déciviliser nous-mêmes. La faute à qui? C'est pas dire non, la faute au but comme c'est la France-Afrique, point. Non, ça n'a rien à voir. C'est nous-mêmes. Les peuples se soulèvent et dégagent l'oppression et l'injustice, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais puisque nous ne sommes pas capables, tant qu'à faire, Sassou a des alliés qui ressemblent à son passif, à sa personnalité et à la nature du régime. Donc il peut encore tenir. Mais le problème, c'est que c'est le deuxième décryptage. Pourquoi le peuple congolais doit aussi tenir bon? C'est pour des 5 raisons aussi. La première raison, c'est que c'est la responsabilité collective. Qu'est-ce que le fait d'être individu? Individu, c'est un humain qui défend sa liberté et sa dignité, et celle des autres aussi.
Est-ce que nous, Congolais, en termes de responsabilité, on a été entraînés et conditionnés par rapport à ces principes-là de l'individu, qui doit défendre sa liberté, sa dignité, et celle des autres aussi. La liberté et la dignité étant les premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. C'est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1793, après la Révolution française. Bon, il y a aussi le fait d'être citoyen. Citoyen, c'est un humain qui est individu, mais qui a des droits et des devoirs envers son peuple, sa nation. Aujourd'hui, nous intégrons des dimensions universelles. C'est-à-dire, ça touche tout le monde. Les problématiques d'injustice, d'oppression, de la condition humaine, écologique et tout compagnie, on devient citoyen parfois du monde. Vous avez tout compris? Est-ce que nous savions qu'est-ce que le fait d'être citoyen congolais? Est-ce que vous avez des droits et des devoirs envers votre société? Quand il y a l'oppression, l'injustice, vous, en tant que citoyen civil et militaire, qu'est-ce qui est votre droit et devoir d'agir au lieu de s'indigner? Le droit et devoir de se structurer, de s'organiser. Il arrive une situation d'oppression ou d'injustice chez les peuples libres et dignes, ils s'indignent d'abord, puis ils se structurent, ils s'organisent, après ils agissent. On le voit partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc la responsabilité est là. Donc quand vous prenez l'individu, les citoyens, le peuple, oui, nous on devient un peuple, mais on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes un peuple. Est-ce que le fait d'être congolais, simplement le temps de parler les langues du Congo et avoir son passeport ou chercher à être fonctionnaire ou militaire ou autre, non, c'est pas ça. Vous-même, Congolais ou Africains, quand vous allez dans d'autres pays, qui sont des pays constitués, vous êtes citoyen français, américain, autre, vous avez des droits et devoirs envers cette société. Ce n'est pas le fait que vous avez la carte d'identité ou passeport ou les droits. Non, vous devez comprendre ça. C'est trop profond le sens même de là. Donc nous sommes là pour alerter, éveiller les Congolais et les Africains dans le sens même ou dans la signification même de la civilisation. La deuxième raison, c'est que bon, tout pouvoir n'est pas éternel. Ça va partir, il doit partir. Dans 100% des cas, il va partir. Et le peuple gagne toujours. Donc nous allons gagner. Tenez bon, il va partir. La troisième raison, c'est que, bon, ben, vous savez que, historiquement, depuis le paléolithique, en passant par le néolithique, l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec 300 ans avant Jésus-Christ, l'empire romain du 1er siècle au 5e siècle, l'empire romain du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Antiquité du 5e siècle au 9e, le Moyen-Âge du 9e au 13e siècle après Jésus-Christ, puis le 13e au 16e siècle, c'est-à-dire la Renaissance, puis le siècle de Lumière, au 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle et autres. Les traditions, cultures, sociétés et civilisations ne se sont réformées qu'à travers des crises. Même du point de vue des sciences naturelles et de l'évolution. La nature s'est transformée à travers les crises, les vents, les phénomènes météorologiques, les tremblements de terre, les volcans, oui, tout ce que vous connaissez de la nature. C'est des crises. À partir des crises qu'on se transforme. Une société sans crise ne va pas se transformer. Donc vous devez tenir compte que, pour cette troisième raison, qui est la crise tyrannique que nous vivons pendant la dictature des Sassou et des Nguesso, pendant la dictature France-Afrique médiévale du Moyen-Âge, qui se vit encore aujourd'hui en Afrique francophone, qui est aujourd'hui la plus déclassée comparée à l'Afrique anglophone, c'est une crise. C'est des situations qui vont se transformer au fur et à mesure. Donc, le monde n'est pas encore fini, le monde est parmi nous, l'avenir est parmi nous. Je voulais toujours dire que le 22e siècle sera africain, parce que les espaces sont immenses, les ressources colossales, et les terres vierges, et donc les technologies disponibles. Nous étions pris dans la NAS post-décolonisation, post-coloniale. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Donc nous laissons des outils pour vous dire qu'à l'horizon de 2050,
vous allez voir la montée en puissance de l'Afrique. Parce que le 21e siècle est asiatique. Le 22e siècle sera africain. Donc nous vous laissons les outils pour comprendre, analyser. Et que vous dites que non, l'histoire n'est pas encore terminée. Nous sommes au bon moment, au bon endroit de l'humanité. Et nous sommes désormais diversifiés dans le monde. Et c'est cette diversification des Africains partout dans le monde qui va construire les socles de l'Afrique de demain. Et qui est dans une crise et qui aujourd'hui est à l'apogée. Donc nous allons étudier, nous allons nous enrichir de cette crise post-coloniale qui a commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui va certainement s'achever à l'horizon de 2050. Et au-delà, nous allons rentrer dans une phase nouvelle. Donc, d'où l'intérêt de prévenir, parce que le futur, c'est le passé et le présent que l'ignorent. Pour inventer le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature, mais également et comprendre qu'il faut apporter ce savoir aux uns aux autres pour qu'ils puissent se motiver dans le sens de la transformation. Car la mémoire se transmet, l'espoir se donne. La quatrième raison, c'est les questionnements. Le questionnement, d'abord ontologique. Pourquoi depuis que le colon est parti, nous avons crié haut et fort l'esclavage, le colonialisme? Pourquoi nous sommes en train de nous faire du mal entre nous-mêmes, comme disait Ketia Bwanga? L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Est-ce que nous devons rester là de manière humiliable sans se transformer? Bien entendu, il y a une proportion d'individus qui sont à ce stade. Donc nous devons chercher à s'affranchir de ces mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux et climogènes, qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Je vous l'ai dit que l'homme noir peut être intelligent, riche et partout dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Le blanc a un passeport universel parce qu'historiquement, depuis la nuit des temps, il a prouvé qu'il respecte les règles, les règlements et autres, qu'il réforme en permanence ces sociétés, ces écosystèmes. Les Asiatiques sont en train de prouver, les Arabes sont encore dans la contestation, mais le côté des Émirats arabes unis et des Qatar et tout ça, ils ont prouvé. Mais il reste l'Afrique. Donc l'Afrique va arriver. Quand l'Afrique se réveillera, le monde sera en paix. Mesdames, Messieurs, en dehors de cette anthropologie, il faut prendre notre culture. Oui, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Mais pour combien de temps encore? Ce n'est pas parce que je suis de Makwa et que je vois tout Makwa qu'il est bon autre. Sinon, la réalité est là. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2016, où le général Jean-Marie Mokoko élu, et ceux qui sont venus, où les dictateurs envoyés pour conspirer, c'était la plupart des cadres civils politiques et militaires de la tribune. Mais bien sûr que nous avions déjoué déjà ça. Individuellement, collectivement, nous devons commencer à s'affranchir de cet état d'esprit. C'est comme en science, oui, c'est comme une belle femme, quand elle est belle, quelle que soit la race, elle est belle. Un homme, quand il est beau, quelle que soit la race, et autres. Quelqu'un intelligent, autre, quelle que soit la race, et voilà. Donc c'est comme ça que vous avez affranchi la barrière de l'appartenance tribale pour nous, ethnique, géopolitique. Vous devez regrouper avec les gens qui sont là pour repenser en permanence la complexité de nos écosystèmes culturels. Et que nous avons des mini-États tribaux et qu'il nous faut toute une transformation pour une dynamique pour éviter la standardisation des cultures. Donc nous en avons 55 tribus. Nous devons donner des moyens, des compétences, des ressources de penser, de réfléchir, trouver des partenaires pour dynamiser ces écosystèmes pour qu'on ne rentre pas dans la standardisation. Et que le Congo-Brazzaville sera une entité où à côté il y a des mini-États indépendants comme des mini-États tribaux autres, puisque c'est ça le problème. Et donc nous avons ces idées autour d'une république conventionnelle et que nous ne pourrons plus intégrer le modèle occidental de la démocratie. Non, nous avons beaucoup de choses à repenser après sa fonction. Donc il faut tenir bon. Nous allons arriver. Au niveau politique, oui, bon, les dégâts sont là. Nous avons connu une démocrature de Pascal Lissouba, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Les autres, il ne fut que des dictatures.
une simple période de transition politique de 91-92 où nous avons connu la démocratie. Est-ce que nous allons répéter les mêmes erreurs au niveau politique? Enfin, au niveau sociétal, nous avons un peuple, une société qui a été complètement abîmée au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Donc nous devons réformer cette société, d'où l'intérêt de tenir bon, parce que nous allons la réformer au terme du droit, de la justice et de l'éducation, au terme de transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de la devoir de mémoire, du caractère sacré de la vie humaine, et des enjeux de macroéconomiques ou même géostratégiques, géopolitiques. Et n'oublions pas le but de la condition humaine et existentielle à notre échelle et dans l'échelle du bassin du Congo et tout compagnie, mesdames, messieurs. Donc, la société congolaise va se transformer. Et que je dis que nous sommes dans le processus. La cinquième raison et la dernière, donc tout justement, nous devons être dans les adaptations. Parce que ce ne sont pas les êtres, comme disait Darwin, ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent en permanence au changement. Et donc nous sommes dans une crise qui est déjà là. Nous devons prendre ça comme une crise. Historiquement, depuis que la Terre existe, il y a 4,6 milliards d'années, et la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années, l'arrivée de la vie qui s'est développée au primaire, au secondaire, au quaternaire, et tertiaire et quaternaire, voilà. Donc primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, et l'arrivée de la civilisation. Donc il faut se dire qu'il y a eu toujours des adaptations, parce que historiquement, je vous informe, l'humanité est passée par des périodes d'inter-réchauffement, puis interglaciation, puis glaciation, extinction, création et autres. Ça, c'est les fondamentaux qu'on prend au sens de la vie et de la Terre. Je vous informe que j'ai une maîtrise de sciences de la vie et de la Terre, qu'on appelle maîtrise des sciences naturelles, obtenue ici en France. Et n'oublions pas les sciences de l'environnement et de l'évolution. Donc, nous avions des savoirs qui sont là pour repenser ces gros équilibres qui vont tenir compte des cycles de vie énergie-matière et de l'équilibre de notre existence, les cadres de vie à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, tout le sud Congo, le nord Congo, les bassins et autres. Donc il y a des normes, il y a des choses qu'il faut tout repenser. Donc d'où l'intérêt de mobiliser la population qu'il faut tenir bon, ça se va partir. Au final, du côté des éducateurs, bon ben, il sait bien que ces jours sont comptés et que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités aujourd'hui parce qu'il est rentré dans le piège, il va partir, il doit partir. C'est fini ça. Donc c'est à lui de voir comment je peux maintenant aujourd'hui, en tenant compte des lois intangibles de la vie, de la création et de l'univers, des sociétés, des traditions et des civilisations et des nouvelles synthèses qui arrivent aujourd'hui, le monde aujourd'hui, Internet, médias, réseaux sociaux, tous ces sites, tous ces voix et tout compagnie. Nous sommes passés de Web 1.0, que j'appelle civilisation 1.0. Nous sommes passés aujourd'hui à Web 2.0, que j'appelle aujourd'hui la civilisation 2.0. Nous arrivons à la civilisation 3.0, c'est-à-dire Web 3.0, avec tous les impacts qui vont tenir compte de tout ce qui est des mégadonnées, métadonnées, données personnelles, histoire et autres. Donc, on ne veut pas laisser quelque chose qui est, tiens, c'est lui qui avait fait du mal aux uns aux autres, donc on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, nous devons déjouer cette histoire-là pour que nous construisons l'hédonisme à notre échelle. Vous savez que l'hédonisme est une doctrine grecque qui a été fondée 300 ans avant Jésus-Christ et qui disait que le bonheur est le but de la condition humaine. Et donc, nous sommes dans cette philosophie-là. Du côté du peuple congolais, bon ben, il faut dire que Sassou Nguesso ne fut qu'une parenthèse de l'histoire du Congo. Et donc, elle va se refermer. Donc, tenir bon, juste à le faire partir. Il doit partir, il va partir. Et nous le savions par rapport à des règles qui, j'ai déjà précisé, que tout pouvoir n'est pas éternel, toute chose a un début, une fin, et tout compagnie, il est fini. Avec tous ces moyens que j'ai précités, tout le passif, la personnalité, la nature du régime, les alliances des partenaires d'éducateurs. Mais un peuple reste un peuple parce que le régime politique passe, les peuples demeurent. Et donc, par conséquent, nous devons positionner notre combat pour trouver des synergies qui sont déjà endogènes, mais aussi exogènes, c'est-à-dire à l'échelle de la CEMAC,
de l'Union africaine, qui est aujourd'hui l'Union des dictateurs, que nous allons la transformer à l'échelle de la France-Afrique, que nous en aurons toujours besoin. Nous devons la transformer, c'est un enjeu vital. Parce que la France, malgré les apparences, elle est quand même une puissance économique mondiale. Et avec son histoire et autres, nous devons l'accompagner pour la transformation, comme cela s'est passé déjà dans le monde anglophone africain, où la Grande-Bretagne ne vient plus conspirer contre la volonté des peuples là-bas. On reste sous les enjeux économiques, diplomatiques, stratégiques, géostratégiques et autres, mais pas à conspirer contre la volonté des peuples. Ça force même l'idée de la civilisation et des nouvelles synthèses, et même de la démocratie. Donc nous devons comprendre que si Sassou s'est terminé, il va partir, il doit partir. Et donc nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc rejoignez la résistance, rejoignez le combat, parce que la vie est un combat. Et qui ne risque rien n'a rien. Et que tout le monde n'est pas fait pour diriger. Il y a des leaders d'opinion, des relais d'opinion. Il y a des gens qui sont là avec des utopies, des rêves et autres. Donc nous avions ça au niveau de la diaspora congolaise, la vraie. Que ce soit la diaspora congolaise d'Europe occidentale, ou d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ou d'Amérique latine, d'Asie et du Pacifique. N'oublions pas d'Afrique. Et donc nous sommes dans cette dynamique-là, parce que nous sommes désormais mélangés, interdépendants. Et donc nous avions des Congolais partout. Donc nous devons accompagner cette dynamique pour que nous portons à notre échelle du Congo les transformations majeures en intégrant les dimensions qui sont aujourd'hui écologiques. Et donc l'écologie sera au cœur du monde d'aujourd'hui et d'Afrique de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc si vous obtempérez à mes injonctions tenant à faire respecter le souverain peuple pour qu'il puisse prendre ses responsabilités et dégager les dictateurs, alors rejoignez-moi et dites au Mboshi qu'à la chute de Sassou Nguesso, la responsabilité de Mboshi n'est pas par association, elle sera individuelle. Et je vous en informe que le régime Sassou Nguesso tient dans 2 tiers des cas avec tous les Congolais. Donc la responsabilité est collective. Donc n'ayez pas peur. Ceux qui alimentent peur et donc n'auront aucun droit d'entrer dans le Congo qui arrive. Donc les Mboshi, n'ayez pas peur. L'histoire nord-sud et autres, je l'ai équilibrée depuis 2010. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Et nous continuons de la dynamique. Et vous allez partout voir, dans toute la diaspora congolaise d'Occident, dont tiers sont des sudistes, ils ont compris que oui, le Nord est capable de se transformer. Avec la Yaïtonga, avec les Mokoko, avec tout le monde. Donc, c'est à vous de s'affranchir de ces gens-là pour que le régime qui est pris dans son propre pied ne puisse pas briser encore de vie et fracasser ce pays. D'où l'enjeu de se transformer dans des projets de société qui sont d'un esprit nouveau et que nous avions aujourd'hui la cognition, l'espérance de vie, les ressources, puisque nous avons les ressources naturelles, le capital humain, les technologies disponibles partout. Il suffira seulement de jouer au jeu des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités, et puis pour se transformer nous-mêmes avec nos gros poissons qui sont déjà la France-Afrique, qui sont les grandes puissances, les pays émergents, et tout comprendre dans les dynamiques qui sont dans les concerts des nations en avant pour les sociétés de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.